Bonjour, l'objectif de ma présentation est de vous donner les éléments clés concernant l'épidémiologie, la physiopathologie et le diagnostic virologique concernant le virus SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19. Cette pandémie a débuté en fait par cet article publié le 24 janvier 2020 dans New England Journal of Medicine qui rapporte qu'en décembre 2019, certains patients adultes qui avaient tous fréquenté un marché de fruits de mer, qui en fait s'est avéré un marché d'animaux vivants, ont présenté tous une pneumonie d'origine inexpliquée qui a été ensuite reliée à un nouveau bêta-coronavirus qu'on a appelé le nouveau SARS-CoV. L'histoire est partie en fait du centre de la Chine, de la ville de Wuhan, située dans la province du Hubei. Le virus a ensuite diffusé à l'ensemble de la Chine, puis dans le monde entier. Dans la publication originale, les auteurs présentent un patient chez qui on a une pneumonie bilatérale interstitielle. Le prélèvement respiratoire a mis en évidence un virus provoquant un effet cytopathogène sur la culture. Ce virus est un coronavirus, dont on voit ici les images en microscopie électronique, et dont la séquence précisée ici explique qu'il est commun avec celui des chauves-souris. Ce virus fait partie de la famille des coronavirus, il n'est pas nouveau. Ça a donc en fait pour une nouvelle décennie un nouveau coronavirus. Vous voyez qu'en fait il existe donc 7 coronavirus humains avec ce nouveau coronavirus de 2019. Pour chaque virus identifié au cours de ces dernières années, vous avez un hôte intermédiaire qui est une chauve-souris ou un rongeur. Vous avez le réservoir, l'hôte intermédiaire, et ici, la date de découverte du virus. Concernant le nouveau coronavirus, celui-ci donc, a émergé en Chine, et il a voyagé donc, dans le monde entier, et il est responsable d'une pandémie. Alors que le dernier coronavirus connu, MERS-CoV, lui a émergé en 2012, mais il est resté plus confidentiel, avec un nombre de cas limité. Ce nouveau coronavirus 2019 est apparenté à celui de 2002, qu'on a appelé SARS-CoV-1, et ce N coronavirus a été appelé donc SARS-CoV-2. Le patient 0 n'est pas connu. L'origine exacte de l'épidémie reste indéterminée, mais il s'agit d'un passage de la barrière d'espèces de l'animal vers l'homme et donc d'une émergence virale réussie. La transmission directe de la chauve-souris à l'homme a été évoquée, car dans certaines cultures où on va dire habitudes alimentaires, on peut consommer des chauves-souris, comme en Asie, ou bien dans les zones intertropicales en Afrique. Donc je ne connais pas cette jeune femme, je n'ai pas déjeuné avec elle, mais cette photo est réelle, ce n'est pas un montage. Au niveau épidémiologique, le Covid-19 est suivi de manière dynamique par des cartes qui sont publiées au niveau de la Johns Hopkins University et au niveau de l'ECDC, donc le CDC européen, mais également au niveau de Santé publique France. Vous voyez ici l'augmentation cumulative nombre de cas par région, avec l'explosion en Amérique, et également le taux d'infection ici en Europe. Ce virus a flambé suite au déconfinement en France, vous voyez entre la semaine 29-30 et la semaine 35 à 36. Si on prenait la carte aujourd'hui, la carte de France serait entièrement foncée. Donc ce virus est suivi régulièrement au niveau épidémiologique. On sait qu'il est transmissible durant les 7 jours suivant le début des symptômes, que son taux de reproduction est de 2,2, c'est-à-dire qu'une personne va contaminer entre 2 et 3 autres personnes. Le temps de doublement est de 2,4, donc le virus se multiplie tous les 2,4 jours d'une personne à l'autre. Et la durée médiane d'incubation est de 5,2 jours. Le taux de transmission à partir des personnes présymptomatiques est de 44%. Les personnes infectées présentent une infectiosité faible au-delà de 7 jours après le début des signes cliniques, c'est-à-dire que 7 jours après le début des symptômes, elles sont considérées comme non infectieuses. Ce virus a une viabilité qui commence à être explorée au niveau expérimental sur les surfaces. Ainsi, il peut vivre 6,8 heures sur du plastique, 5,6 heures sur de l'acier inoxydable, mais également sur du carton ou du cuivre.
Il y a donc une transmission indirecte qui est possible par les mains et les surfaces contaminées. Au niveau épidémiologique, les données données OMS de septembre montrent, comme depuis le début de l'épidémie, que les formes sévères de la maladie concernent les hommes de plus de 60 ans, associés à la présence de maladies chroniques comme l'hypertension, l'insuffisance cardiaque ou le diabète. Plus des 60% des sujets décédés en réanimation étaient des hommes. Au niveau de l'épidémiologie nationale, on voit très bien que l'impact ici du confinement, puis du déconfinement. Le confinement a freiné l'augmentation du nombre de cas, et le déconfinement, malheureusement, après la période de relâchement au niveau de la population dans la période estivale, provoque en fait une remontée de l'épidémie qui explique aujourd'hui le reconfinement. Le nombre de décès est connu et déclaré de manière hebdomadaire. Et vous avez ici la répartition donc, du nombre de décès par tranche d'âge et également du nombre de décès en fonction des facteurs de risque. Le nombre de clusters explique la diffusion de l'épidémie au cours du temps, avec le nombre de clusters cumulés ici en fonction des semaines et du nombre de clusters qui sont déclarés. Ces clusters expliquent la propagation de l'épidémie et sont déclarés. Vous voyez qu'en fait, ce sont bien les entreprises, les milieux scolaires, les établissements de santé, mais également les établissements publics qui sont les responsables de clusters. Mais également, il faut noter les réunions familiales ou privées qui vont diffuser l'épidémie au sein de la population. On note également dans les EHPAD et les institutions médico-psychiatriques un nombre de cas non seulement chez les résidents, mais aussi chez le personnel. Et donc l'impact sur ces institutions va être important, non seulement au cours de l'épidémie, mais dans les semaines à venir. La carte d'identité de ce virus est connue. Il s'agit donc de la famille des coronaviridés, bêta-coronavirus, qui sont ici représentés. Ici, nous n'avons pas représenté donc, le SARS-CoV-2, nous avons le SARS-CoV-1. Ce virus, en fait, est un virus enveloppé à ARN positif simple brun, dont la séquence aujourd'hui est connue, puisqu'on sait qu'il a apparenté à un cluster de bêta-coronavirus qui vient de la chauve-souris. Et ce virus est passé par le pangolin, permettant au virus de s'adapter malheureusement aux récepteurs humains, et donc expliquant la pathogénicité chez l'homme et expliquant l'émergence réussie. Ce virus va utiliser le récepteur ACE2 et également un corécepteur qui est une protéase ici, qui permettra de cliver ici cette tige qu'on appelle la spike, permettant en fait un rapprochement entre l'enveloppe du virus et la membrane cellulaire. Au niveau de l'infection naturelle par le SARS-CoV-2, le virus va entrer via des gouttelettes et une transmission aérienne ou un manuportage au niveau ORL, permettant au virus d'aller directement dans le bulbe olfactif, dans le cerveau, expliquant les phénomènes d'anosmie et d'agueusie, donc perte de l'odorat et du goût. Mais également, le virus va descendre au niveau des alvéoles pulmonaires et dans la microcirculation alvéolaire va prendre donc le chemin de la voie sanguine pour réatteindre le cerveau, le cœur ou les reins. La distribution du récepteur ACE2 dans les tissus explique au niveau du poumon, du cœur, du rein, du cerveau et des intestins, mais aussi des testicules, la diffusion du virus. Au niveau physiopathologique, cette diapositive complexe est à lire en deux parties. Dans la partie gauche, on s'aperçoit en fait que le virus, dans l'infection normale, va atteindre l'alvéole. Il va y avoir une inflammation modérée, un contrôle de l'inflammation sans perméabilité vasculaire. La réponse antivirale va être importante et la réponse de l'hôte plus faible. Nous allons donc avoir soit des sujets asymptomatiques, soit des sujets présentant des infections modérées. Dans l'autre partie, qui se passe en général après 9 jours de l'infection, le virus va activer l'inflammation localement, provoquant un orage cytokinique caractérisé par une augmentation de l'IL6, l'IL8, le TNF-alpha et l'IL10, induisant une perméabilité vasculaire, un passage du virus, une thrombopénie, une lymphopénie, une activation des voies de la coagulation. Le virus va ensuite diffuser vers le cœur, le rein et le foie. À ce moment-là, la réponse inflammatoire de l'hôte est très importante
et la réponse antivirale faible avec une faible charge virale. Les lésions pulmonaires et le syndrome de détresse respiratoire aiguë sont les causes majeures de lésions et de mortalité chez ces patients. Donc on voit ici des lésions alvéolaires diffuses sur cette pièce autopsique pulmonaire qu'on peut revoir ici au niveau IRM et également au niveau de l'autopsie avec un saignement pleural et puis une hépatisation du foie, du poumon, qui est montré ici. Donc le poumon a un aspect de foie cartonné, donc le poumon est complètement détruit. Le Covid-19 provoque également des coagulopathies, donc des phénomènes de syndrome coronarien aigu par différents mécanismes, mais également des microthromboses dans les CIVD et des thromboses veineuses profondes. On voit ici en fait donc une congestion pulmonaire avec des saignements, mais également une embolie pulmonaire massive ou une thrombose veineuse profonde, qui peuvent être retrouvées au niveau histologique sur ces coupes. Il s'agit donc de mécanismes thromboemboliques avec des dysfonctions endothéliales, une inflammation, une activation des TLR, un état de proactivation qui sera majoré par des conditions d'hypoxie. On voit ici également des dommages vasculaires au niveau des alvéoles et une destruction de la structure des alvéoles qui deviennent perméables et permettent au virus de passer, de même permettant aussi un passage des bactéries. Donc, ce virus va provoquer des dysfonctions cardiaques et des décès. On voit sur ce graphe en fait l'augmentation de la troponine T ultrasensible, en particulier chez les patients qui vont aller vers un stade sévère, voire le décès, par rapport aux patients qui, eux, vont être guéris. Donc, ce problème en fait est majoré ici chez des patients qui ont déjà des pathologies cardiovasculaires sous-jacentes. Et les mécanismes sont de trois types, soit un effet direct du virus, soit un effet immuno-inflammatoire, soit un problème d'hypoxie qui vont toucher le cœur et entraîner donc une dysfonction cardiaque, une augmentation des marqueurs cardiaques de souffrance cardiaque, des arythmies et des troubles du rythme responsables de décès. Donc ce virus est responsable de complications, en majorité donc des SDRA, des chocs, des hypoxies, et donc on va mourir de pneumopathie, de défaillance respiratoire, choc septique, hypoxie ou arythmie, qui peuvent être en plus compliquées par des coagulopathies. En fonction en fait, des comorbidités et de l'âge, on voit les courbes ici qui montrent clairement une augmentation des taux de mortalité en fonction de l'obésité, du diabète, de l'hypertension et de pathologies cardio-respiratoires. Donc les facteurs de risque sont maintenant bien connus et sont précisés ici sur cette diapositive. Donc pathologie cardiaque chronique, pathologie pulmonaire, pathologie rénale, obésité, pathologie neurologique, démence, néoplasie et maladies hépatiques modérées ou sévères. Au niveau biologique, pour réaliser le diagnostic, nous disposons aujourd'hui de la cinétique des marqueurs de l'infection, en particulier la présence de la PCR-ARN qui se positive en premier, mais également nous avons des IgM, des IgG, des anticorps totaux. Ce graphe peut être simplifié en mettant à plat, donc en fonction des symptômes qui sont connus, de la durée d'incubation. La contagiosité est toujours, on va dire, mise en évidence par la présence de l'ARN, mais vous voyez de manière intéressante qu'il y a une fenêtre virologique de J0 à J3, ici, durant laquelle nous n'avons aucun marqueur positif. Nous avons également une fenêtre sérologique entre J0 et J7, après le début des symptômes, et les IgM vont se positiver uniquement à J12. Depuis récemment, nous avons accès maintenant à un autre test qui est l'antigène. Ce test a une sensibilité en moyenne de 70 à 80% par rapport à la RT-PCR. Il est recommandé par l'HAS depuis le 10 septembre 2020 sur prélèvement nasopharyngé chez les individus symptomatiques et dans le cadre de clusters. Il va se positiver 5 jours avant le début des symptômes et à peu près une semaine après le début des symptômes. Donc, au moment où le patient est le plus contagieux.
Si on compare les tests réalisés, on voit très bien que ceux-ci ont une sensibilité variable en fonction du délai d'apparition des symptômes. Donc le délai entre le moment où je fais le prélèvement et le moment où les symptômes ont débuté. Donc il varie de 66,7% jusqu'à 45,5% quand on est à plus de 15 jours pour la RT-PCR, alors que la sensibilité des détections d'IgM et d'IgG augmente dans le temps dans le cadre d'une séroconversion vis-à-vis du virus. Comment faire le prélèvement et le diagnostic moléculaire? Celui-ci se fait avec l'utilisage d'écouvillons nasopharyngés par système virocculte ou avec un milieu de transport équivalent. Le préleveur doit être protégé en mettant une tenue adéquate avec une surblouse ou une combinaison, 2 paires de gants. Il doit être protégé par une visière ou des lunettes, un masque FFP2. Le prélèvement est dit très contaminant. Pour réaliser un bon prélèvement, il faut absolument prélever vers le rhinocavum pour pouvoir effectuer un prélèvement efficace qui va permettre de recueillir des cellules infectées. Le prélèvement va être mis ensuite en triple emballage, puis envoyé dans un laboratoire de référence réalisant la RT-PCR. On peut également réaliser des prélèvements oropharyngés ou salivaires dans le cadre chez des patients qui sont non compliants ou chez qui il y a une contre-indication au prélèvement nasopharyngé. Il faut savoir que ces prélèvements sont moins sensibles, ont des résultats moins sensibles en RT-PCR que le prélèvement nasopharyngé, mais ils permettent de faire un diagnostic chez des patients chez qui le prélèvement nasopharyngé est contre-indiqué. La technique utilisée pour faire ces PCR est une technique que nous pratiquons, est la technique du CNR de Pasteur, pour laquelle on a évalué notre sensibilité à 78% et spécificité à 95%. Elle se positive entre J3 et J9 après l'infection. Elle permet l'identification des personnes asymptomatiques et asymptomatiques, porteuses du virus, et elle permet de les dépister, donc de dépister les sujets contacts dans les 48 heures. C'est ce qu'on appelle le contact tracing. Une personne positive pourra être retestée à J7 sur un nouveau prélèvement pour objectiver la négativation de la PCR et l'arrêt du confinement. Une personne négative peut malheureusement être positive 3 jours après à cause de la fenêtre virologique dont j'ai parlé précédemment. De manière intéressante, certains auteurs ont essayé de corréler la RT-PCR et l'infectiosité. On voit ici sur ce graphe qu'en fait, donc après 8 jours, il y a très peu de virus infectieux et que la charge virale est très faible. Donc il est mis en évidence qu'après 8 jours, après les débuts des symptômes, même si la PCR est positive, il est possible que le patient soit faiblement contagieux, voire très peu contagieux. Les médecins aujourd'hui ont un rôle important dans le mécanisme de contact tracing chez les patients Covid. Donc l'objectif en fait est de casser la chaîne de transmission avec la prise en charge des patients Covid chez qui on va réaliser un test et on va essayer de repérer les patients contacts qui seront à leur tour prélevés. Le médecin va remplir une déclaration sur Amélie et le biologiste remplira une déclaration des cas positifs sur SIDEP. Ce sont des systèmes informatiques. Le patient sera ensuite alerté par SMS ou téléphone et on essaiera d'identifier les sujets contacts. Donc les médecins sont au cœur de ce dispositif et doivent donc connaître quels sont les patients à risque et leur proposer des mesures de protection efficaces et identifier les patients à risque. Donc ce sont des patients qui ont été en contact avec quelqu'un à moins d'1 mètre pendant au moins 10 minutes et qui n'ont pas porté de masque et qui n'ont pas effectué le lavage des mains. Donc le but du film est comment obtenir un prélèvement nasopharyngé. Donc ça, c'est le prélèvement se fait avec un écouvillon spécifique et se fait au niveau du rhinocavum. Donc on arrive à en buter au niveau du rhinocavum. Le but est de récupérer du virus. Malheureusement, on va récupérer du virus, mais également des bactéries. Donc ça explique pourquoi cet écouvillon va être plongé dans un milieu de transport spécifique qui va protéger le virus et qui va éviter la prolifération des bactéries.
Donc, les contre-indications sont un trauma récent ou une chirurgie ORL, une coagulopathie sévère. Donc, l'écouvillon, en fait, est un écouvillon spécifique dédié à ce prélèvement. Il est souple pour éviter toute brèche au niveau de la lame criblée. Donc, le médecin doit se préparer, il doit se laver les mains, il va enfiler une tenue stérile et propre. Donc, on met une blouse, plus une blouse propre, plus une surblouse. Ensuite, il va enfiler 2 paires de gants et il va mettre un masque FFP2. Donc, ce n'est pas le masque chirurgical, c'est bien le masque FFP2. Et ensuite, soit des lunettes de protection, soit une visière. Donc, nous, en plus, on met ici en France un calot et on met aussi des surchaussures. Donc, la patiente reste avec le patient ou la patiente reste avec le masque. On fait retirer le masque. On fait moucher la patiente pour éviter de récupérer des sécrétions, ce n'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, on positionne la patiente en mettant la tête en arrière. On lui demande de ne pas bouger. Et ensuite, il faut introduire l'écouvillon de manière à aller dans le rhinocavum, donc un angle de 33 degrés. Une fois qu'on est embuté, il va falloir faire tourner l'écouvillon. Voilà, donc il ne faut pas forcer une fois qu'on est embuté. On va tourner l'écouvillon 7 fois de manière à récupérer des cellules. D'accord, voilà. Donc ensuite, l'écouvillon est tourné 7 fois. On récupère des... Donc voilà. Et un prélèvement bien fait ne fait pas saigner. Voilà, la patiente remet le masque. Et ensuite, voilà, le prélèvement est réintroduit dans le milieu de transport. Il faut désinfecter le tube à l'extérieur, le mettre dans un triple emballage sans rien toucher, et le prélèvement va être acheminé au laboratoire. Voilà. Ensuite, le médecin va se déshabiller en enlevant, voilà, la surblouse, les gants, la première paire de gants. Donc c'est pour ça que nous on met 2 paires de gants. Puis ensuite, on va enlever avec la deuxième paire de gants, avec la paire de gants qui reste, le masque, les lunettes. Puis ensuite, on va se désinfecter les mains. C'est terminé. Donc rappel, donc c'est très anglo-saxon, donc le rappel complet de la procédure. Donc il y a l'habillage, la réalisation du prélèvement. Voilà. Merci beaucoup.